Bonsoir à tous, bienvenue ce soir pour la séance de questions-réponses avec notre cher Pierre-Yves. Et ce soir, le sujet sera un sujet prospective sur le monde en 2030. Pierre-Yves, nous entendez-vous? Oui, je vous entends. Est-ce que Donc, vous m'entendez? nous vous entendons. Je vais attendre la réponse de Jacques pour savoir si la captation son est de bonne facture. Jacques nous dit que le son est parfait. Donc, mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir accueillir ce soir Monsieur Rougeron pour notre séance de questions-réponses sur le sujet de la prospective 2030. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez nous soutenir et nous suivre sur nos réseaux sociaux, le site internet du Cercle Aristote, sur lequel vous trouverez nos ouvrages. Actuellement, nous sommes en campagne promotionnelle. Et pour fêter la présence de Monsieur Rougeron ce soir, je vous demande à toutes et à tous sur le Twitch de faire exploser notre canal message avec de nombreuses questions et avec des boosts. Mesdames et messieurs, je compte sur vous. Pierre-Yves, auriez-vous un petit mot d'encouragement, tout simplement, un petit bonjour à faire à nos auditeurs et quelques nouvelles du Alors, cercle Aristote à transmettre? mes camarades, c'est d'ici 24 à 48 heures sera sorti le Rémitel, donc le premier ouvrage de notre rentrée littéraire qui raconte la relation intellectuelle entre un jeune intellectuel souverainiste français qui est mon camarade Rémi, un intellectuel démocrate américain, et on voit à travers ça la question du boomerisme mental que j'avais traité dans le temps, et vous la voyez incarnée dans une... Alors, même s'il a été anonymisé, l'échange de messages et de lettres est tout à fait réel. Donc, c'est une histoire vraie où vous voyez, une des toiles de fond de la guerre générationnelle de notre monde. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que vous aimerez cette séance de questions. Débutons sans trop tarder parce que le temps de chacun est compté. Allons-y. C'est parfait. En parlant de dégénérescence intellectuelle, nous allons commencer par la première question. Quelles seront les conséquences de l'effondrement du niveau scolaire et académique sur l'économie et la société à l'horizon 2030? Alors, si ça se maintient, ce qui n'est pas dit, il faut bien comprendre quand même que le capitalisme, si vous voulez, tout ça vient de la dégénérescence de notre forme capitale. Donc, un capitalisme adolescent qui a besoin de l'économie libidinale la plus longue dans le temps et en même temps du pouvoir d'achat de l'adulte, c'est une économie financiarisée où le but est d'éviter à tout prix d'avoir une action du travail, c'est-à-dire une action sur le réel. Je vous rappelle, chez Locke, c'est le travail des mains. Et si vous voulez, cette forme de capitalisme-là, admettons qu'elle triomphe à l'échelle mondiale, ce que je ne crois pas, parce qu'il faudra toujours qu'il y ait des gens qui bossent, peut-être que là, le système sera devenu définitif. Mais ce système peut aussi se casser la gueule et être défait par des capitalismes d'État qui sont en renaissance et en puissance. Mais admettons que les trends actuels se maintiennent et continuent. Eh bien, tout simplement, vous allez avoir vous allez avoir malheureusement le monde à la Harari, c'est-à-dire que vous allez avoir 30% de crétins diplômés qui font l'infrastructure capitalistique, entre 20 et 30%, et 80% de ce que Brzezinski appelait dans le temps le tititainment. C'est-à-dire tititainment, de tit c'est d'entertainment, donc les nibards et le spectacle. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que vous avez tous les projets de revenus universels, etc., c'est-à-dire des projets de déconnexion de la société, des chèques de fin de société, où vous pouvez déconnecter quelqu'un en permanence, mais vous devez quand même lui garantir un petit pécule pour faire de lui ce que j'appelle un consommateur apnéique, c'est-à-dire que quelqu'un qui est
à 2 doigts de l'apnée, et donc la bouche en dehors de l'eau, et que vous pouvez noyer à n'importe quel moment, mais vous avez encore besoin qu'il barbote un petit moment, parce qu'il fait vivre le système d'une certaine manière. En réalité, ça devient les hommes piles. Pour ceux qui se rappellent de la mythologie Matrix, les hommes piles, c'est ça. Dans ta capsule, t'en bouges pas, et finalement, tu es un energizer. Et donc, de créer des millions d'hommes piles, c'est-à-dire des millions de monades terrifiées, sous-qualifiées, déculturées, donc incapables d'avoir le souffle historique d'une révolte, si vous voulez, parce que pour avoir le souffle de Spartacus, encore aurait-il fallu savoir que Spartacus eût existé, et d'utiliser le mythe de l'omnipuissance de la machine pour les contrôler et les terrifier. Vous avez un très bon livre qui est sorti là-dessus sur les systèmes de surveillance des ouvriers dans certaines usines américaines en Chine, qui s'appelle « La machine est ton Dieu ». Et donc, vous avez ce genre de processus de contrôle qui est tout à fait possible. Merci beaucoup, Monsieur Rougiron. Question suivante. Comment voyez-vous l'évolution des tensions ethniques et religieuses en France d'ici 2030-2040? Ça, si vous voulez, c'est une question qui a trait avant tout aux courbes démographiques. Donc, si vous voulez, à l'instant T, vous avez un triple problème migratoire. Vous avez le problème de ce que j'appellerais le poulpe de banlieue, parce que la plupart, ils sont pas salafistes, ils sont juste des poulpes en survêtement. Ils n'ont pas plus de conscience d'autre chose. Alors, ils n'aiment pas les Français de souche, mais ils ne s'aiment pas entre eux, ils s'entretuent entre eux. Donc, si vous voulez, ils sont absolument dans l'état de malléabilité de certaines foules afro-américaines totalement déculturées. Entre autres, tout ce qui sert de clientèle ordinaire aux gangs. Bon. Et donc, c'est la violence des déracinés, où ils se supportent au sein des diasporas, mais très vite, ils deviennent totalement bousillés en termes de représentation entre les représentations traditionnelles du bled, où ils retournent, et quand ils y retournent, ils mentent pour s'inventer une réussite en France qu'ils n'ont pas, et les représentations d'une société moderne. Alors vous en avez qui s'en sortent, vous en avez qui deviennent de véritables poules que même les islamistes n'arrivent pas à mobiliser. Donc ça, c'est le premier problème, et ça va créer des problèmes énormes de transmission, parce que ça va faire plonger les écoles, ça va être des gens que va-t-on faire d'eux? Ils vont être tout le temps dans la plainte, dans la revendication, etc. Bon, ça, vous avez ce problème-là. Vous avez le problème typique de l'islam. Donc, c'est-à-dire que, comme l'islam ne sera pas francisé et ne sera certainement pas francisable, vous avez, l'islam français sera tributaire des mouvements de l'islam global. Bon, malheureusement, vous allez vers une accalmie du problème islamique pour une raison qui est très simple, c'est qu'en dehors de l'Afrique noire musulmane, vous avez dans le monde musulman une transition démographique qui est en cours et qui, pour les pays du Golfe et les pays du Maghreb, est en voie d'achèvement. Donc, si vous voulez, l'armée de réserve de l'islam, c'est l'Afrique noire. Bon. Donc, l'islam majoritaire, qui est l'islam asiatique, est un islam en transition. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y aura beaucoup plus qu'une invasion maghrébine, auquel je ne crois pas parce qu'ils n'ont pas le nombre. Je pense le problème à une arrivée massive de différentes ethnies africaines qui ne se supporteront pas entre elles sur notre sol et qui vont avoir des problèmes de cohabitation avec les Français de souche, mais aussi et surtout avec les Maghrébins. Donc, le problème, c'est que le problème musulman dans ce cadre-là, vous allez avoir le maintien des réseaux salafistes parce qu'ils vont être aidés par les pouvoirs publics, et ils vont être d'ailleurs particulièrement par l'eurocratie qui a parié sur les frères musulmans. C'est l'Europe maintenant ce qu'on appelle la doctrine Obama, le discours du Caire, donc de maintenir le pari sur les frères musulmans et d'essayer de voir ce qu'on peut tirer d'eux. Le problème, c'est que vous allez avoir une crise de l'islam radical, et je pense malheureusement que les pires vont venir en Occident. Pourquoi cette crise? Parce que même ça se voit même chez les frères musulmans, vous avez certains types d'organisations islamiques
qui croyaient réellement au renouveau par l'islam. Vous savez que l'islam est un instrument de réforme. Et eux se tournent vers la multipolarité, ils se tournent vers la Chine, ils se tournent vers Poutine, ils se tournent vers beaucoup de gens. Ceux-là vont sortir de l'orbite de l'Occident. Bon, beaucoup vont y rester, mais les troupes du djihad international ont quand même beaucoup souffert en Syrie. Donc je pense que les prochaines fabriques de barbus, ça va être en partie les pays européens, malheureusement. D'ailleurs, ça s'est déjà vu dans la crise de Syrie. Je vous rappelle qu'en ratio d'habitants, c'est le Kosovo qu'on a le plus donné, et vous avez la Belgique pas loin. Donc ça, c'est un problème en soi, qui va être renforcé, mais qui va être en même temps équilibré par d'autres vagues migratoires qui seront africaines et chrétiennes si les courbes se maintiennent, même si, là encore, je vous dis, c'est un raisonnement si les courbes se maintiennent. Et dernier point, vous aurez non pas le grand remplacement parce que vous avez quand même une démographie autochtone, et même si on essaye de la dissuader là où il faudrait l'encourager, mais vous aurez bien pire ce que j'appelle le grand côtoiement, avec des risques de brésilianisation d'abord et de guerre civile ethnique possibles, mais à mon avis qui seront très localisés, d'où le terme de brésilianisation. Donc, je ne vois pas la déferlante des banlieues, comme beaucoup de théoriciens du grand remplacement qui ne connaissent pas ces populations et qui ne voient pas leurs fractures internes. Donc, c'est pas reluisant, mais voilà grosso modo ce qu'on peut voir. Si les courbes se maintiennent, c'est-à-dire si le volume migratoire ne baisse pas ou n'est pas inversé, si la démographie autochtone ne se redresse pas parce qu'on ne l'encourage pas, et si nous gardons le même quorum migratoire, c'est-à-dire que nous continuons, si vous voulez, nous le savons vous et moi, nous aurions les mêmes nombres d'entrées, mais d'asiatiques, nous n'aurions pas ces problèmes. Et vous le savez tous. Bon. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire si les courbes se maintiennent. Donc, question suivante, qui est plus de tendance géopolitique. Quel avenir pour les pays occidentaux dans les années 2030, dans le contexte où le reste du monde se détourne petit à petit d'eux? Alors malheureusement, ça se joue en ce moment, mes amis. Un de mes plus fidèles et loyaux soutiens me disait il y a quelques jours, Pierre-Yves, as-tu vu, et je dois dire que je ne l'avais pas vu, la dernière déclaration de Lawrence Summers. Lawrence Summers est un homme que je vous invite à suivre et dont je vous invite à vous méfier. Parce qu'une partie du pire du monde dans lequel vous vivez est liée à cet homme. Lawrence Summers est l'un des représentants les plus titrés du Wall Street démocrate. C'est l'homme qui a tué le Glass-Steagall Act aux États-Unis. Donc le Glass-Steagall Act, la division banque d'affaires et banque de dépôt. C'est pour vous dire à quel point le libéralisme économique doit à cet homme, et les grandes banques surtout. Eh bien, Lawrence Summers a pris le contre-pied de la proposition de Madame Yellen, ancienne patronne de la Fed, qui elle a fait ce papier que je vous invite à lire, qui s'appelle Mondialization Between Friends, c'est-à-dire de maintenir le système mondialisme mais uniquement dans les pays vassaux des États-Unis. C'est-à-dire, grosso modo, c'est un ressucé politique du grand marché transatlantique. Alors vous me direz, elle n'est pas fraîche la salade. Le problème, c'est que quand on en est là où ils en sont, malheureusement, vous sortez les vieux pots, les vieilles soupes. Là, pour le coup, vous appelez les amateurs de MILF. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors que M. Summers, lui, se pose ouvertement la question, dans le cadre de l'euro d'ailleurs, pourquoi nous devrions soutenir ces laquais? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Après tout, l'euro, on l'a fait pour des raisons très précises. On a fait une monnaie trop haute pour la plupart des Européens, donc ça nous a garanti des afflux vers l'Europe. Je vous rappelle que, comme disait l'ancien patron d'Airbus, M. Louis Gallois, dès qu'il y avait une augmentation de l'euro, ça avantageait mécaniquement les entreprises américaines. Donc, deuxièmement, ça permettait de clouer le bec aux États en développement en leur disant « Vous voulez pas du dollar, tenez, prenez. Vous voulez pas de Coca, prenez Pepsi. » Et surtout, ça permettait aux banques américaines de débarquer en Europe et d'enfin, faire sauter le caractère fermé et segmenté des marchés bancaires européens, et donc de pouvoir ensuite se gaver. Aujourd'hui, la plupart des banques européennes sont sous-capitalisées et virtuellement foutues, donc gagner. À quoi ça sert de maintenir? Et donc voilà, grosso modo, les discussions qui ont lieu aux États-Unis. J'ai peur que l'Occident ne comprenne pas ce que Jacques Sapir appelle à grande raison la sécession du Grand Sud, et au lieu d'être dans une politique de la reconnaissance, qu'on soit dans une politique de la raideur.
Or, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la dédollarisation va avoir lieu. Alors, la déseuropéanisation, c'est déjà fait. Si vous voulez, l'euro, même le Brésil est en train de flinguer, même l'Arabie Saoudite est en train de flinguer ses avoirs en euros. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien, mes amis, que si vous aviez des avoirs en euros pour vous sécuriser et d'équilibrer vos avoirs en dollars, le fait d'avoir des avoirs en euros autorisant les Européens à vous piquer votre pognon, comme on l'a fait au Ruskov, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la possession de l'euro en portefeuille, c'est Gelsida qui en veut. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc moi, j'ai peur d'un raidissement occidental qui va aller avec une baisse technologique par rapport à l'Asie, avec le fait de reculer dans les matières premières, dans la course aux matières premières, qui va avoir comme effet un raidissement des pouvoirs occidentaux, sauf ceux qui seront assez intelligents pour jouer le jeu de la multipolarité contre leur propre population, et de l'autre côté, d'avoir des États occidentaux qui, je pense, vont entrer dans un système de sénescence idéologique, c'est-à-dire que le poids des classes âgées sera tellement déterminant, elles vont entrer dans une espèce de monde gérontocratique et nostalgique, où elles vont se pâmer de leur ancienne grandeur impériale, droit de l'homme, etc., et où on pourra être dans le délire complet de gens qui vont fantasmer les inter-LGBT, les machins, les trucs, etc. Parce qu'il y a un aspect sénile dans la pensée wokiste, c'est le mai 68 des jeunes vieux, et malheureusement, là encore, ne dites pas, Rougeron a dit que ce serait comme ça, c'est juste que si on poursuit le trend et si nous n'y mettons pas bon ordre, voilà ce qui est possible. C'est un des scénarios possibles. J'ai pas dit que c'était le seul, entre nous soit dit. Donc voilà grosso modo où voilà le pire des scénarios, ce serait celui-là. C'est si nous n'y prenons pas garde, les traînes qui nous attendent. Ensuite, tout peut être arrêté par un changement brusque de pouvoir aux États-Unis. Mais si les États-Unis entrent dans une dynamique de sécession et de fragmentation, nous suivrons. Une question un petit peu plus optimiste, encore une fois, qui vous est destinée. Un retour du protectionnisme et la théorie des royaumes combattants chez les pays occidentaux ne risque-t-il pas d'effacer le développement économique de certains pays émergents ayant fondé leur développement sur les débouchés occidentaux, sur les débouchés occidentaux et leur désindustrialisation d'ici 10 ans? Alors, ça c'est oui, ça c'est tout à fait possible, mais attention. Très très peu de pays ont fait la folie font la folie aujourd'hui de maintenir uniquement un développement centré sur l'extérieur. Très très peu le font. Beaucoup de ces pays se sont lourdement modernisés, donc je ne vois pas. Alors je vois des grands émergents qui pourraient avoir un problème. Ça, je suis d'accord avec vous. Si l'Occident venait à se refermer, mais ce ne serait, je pense, en aucun cas des problèmes définitifs. Si vous voulez, parce que ces pays, généralement, c'est quand même des pays extrêmement adaptables. Et j'ai confiance et dans leur population et pour l'instant dans leur bloc élitaire. Mais après, ça peut changer. Ils ont leur génération sauterelle eux aussi, mais elle n'est pas encore au pouvoir. Mais je pense que ces pays vont vers de grandes difficultés, mais pas celle-là. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un possible revival de l'Occident qui foutrait ces pays en l'air. Je pense, moi, que c'est le contraire. Et c'est là où il y a un dialogue à avoir. C'est si nous nous effondrons, nous les entraînons avec eux. C'est pour ça qu'ils veulent sécessionner avec nous. Parce qu'ils disent, vous savez, ils ont déjà banqué pour nous. Je vous rappelle qu'en 2008, c'est eux qui banquent. C'est eux qui banquent. Donc, ils n'ont pas envie de revivre ça. Et quand ils nous voient maintenant avec les woke, les genres, etc., enfin, on se rend pas compte. Pour nous, ça nous fait rire. Mais on se rend pas compte que pour eux, c'est le comble absolu de l'horreur. Donc, ils veulent pas être entraînés dans notre chute. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils veulent pas ça. Ils ne veulent pas s'affronter avec nous. Est-ce qu'on le comprend? Ils veulent juste se protéger de ça. Et je pense, moi, que c'est l'inverse. Et si nous nous effondrons, on les entraîne avec nous. Alors que si on se relève, ils appartiennent au réalisme politique. Ils sont dans le monde normal. Ils s'adapteront.
ils s'adapteront. En tout cas, tous les pays asiatiques, tous les pays latino-américains, tout. Alors, après, vous avez les problèmes ces pays ont tous leur servitude. Je pense qu'ils vont avoir de gros problèmes démographiques à cause des inversions de pyramides. Ils vont avoir de gros problèmes de développement énergétique parce que va faire le Golfe? Alors certes, des États comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, parce que ce sont de tout petits pays, se sont diversifiés, mais que va faire l'Arabie? Alors je sais que Mohamed Ben Salman, il travaille beaucoup, mais que va faire l'Arabie Saoudite une fois qu'il n'y aura plus de pétrole? Tout le monde sait que de toute façon, là, elle joue sur du velours avec les Russes, parce que de jouer la multipolarité lui permet de raréfier ces extractions, mais ce qui est normal vu que les Saoudiens nous mentent depuis 20 ans sur leurs réserves. De 40 ans, pardon. Donc là, ils sont contents de dire on va maintenir le prix du pétrole, donc nous ne forerons pas plus, mais vous forerez pas plus aussi parce que vous n'avez pas à forer plus. Ça, c'est comme l'Algérie qui survend ses réserves de gaz. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Or, le problème, c'est que ces pays doivent, je pense, plutôt voir leurs problèmes internes. Et c'est là où il peut y avoir une véritable multipolarité. On va tous vers des problèmes internes énormes. On doit tous dialoguer pour réaliser non pas la mondialisation, mais la planétisation, comme disait Teilhard de Chardin. C'est-à-dire, on doit arriver, c'est mon hypothèse du grand Westphalie planétaire, c'est-à-dire que nous allons tous avoir des problèmes terribles. Et nous sommes récipiendaires de cultures extraordinaires qui ont fait la grandeur des hommes. Moi, à titre personnel, je le dis, quand je lis les courbes démographiques et que je vois la Corée disparaître, c'est une idée qui m'est insupportable. Ou quand je vois le Japon disparaître, ça m'est insupportable. Presque autant que de voir disparaître la France. J'ai dit presque autant, hein, on est bien d'accord. Bon. Donc, nous allons tous avoir de très grands problèmes. Nous ne pouvons que dialoguer ensemble sur... voilà, nous n'avons jamais créé autant de richesses. Il y a c'est la fameuse hypothèse du quadrilatère de l'humanité, hein, c'est-à-dire la mise en commun de l'eau, des vivres, des médicaments et des savoirs. Et il y a des choses à hauteur d'homme à faire. Et je pense, et j'en suis persuadé, que non, ces pays-là ne dévisseront pas si on se relève, et nous ne dévisserons pas s'ils prospèrent. Nous dévisserons et ils dévisseront par des causes internes, eux techniques, et nous particulièrement psychologiques et démographiques. Merci beaucoup, Monsieur Rougeron. Nous allons maintenant passer à l'espace régional européen. En 2030, comment voyez-vous l'Union européenne et les États qui la composent? Une perte de souveraineté des États, une réinitialisation sur la base d'une coopération interétatique ou bêtement un État fédéral européen? Alors, pour moi, c'est assez simple. Si vous voulez, plus il y aura d'Europe, plus les États vont crever. C'est simple. Et si vous voulez, il faut que vous compreniez ce qui est arrivé, mes amis, ces 40 dernières années. On a détruit les États pour pouvoir se faire les peuples. Je peux pas ramasser ma pensée plus bas que ça. Donc, si l'Europe est toujours là et qu'il y a encore moins d'États, les peuples seront écrasés. C'est simple, clair, net et précis. Là, pour le coup, l'Allemagne aura mangé son pain blanc, mais elle aura, à mon avis, fait des dégâts parce que, si vous voulez, quand l'Allemagne est acculée, si vous voulez, c'est déjà qu'ils perdent tout sens commun très facilement, là ils perdent tout, d'accord? Donc là, à mon avis, ils vont pousser de tout leur poids, et tout va dépendre de l'inclinaison du pouvoir américain. Si le pouvoir américain entend, derrière des gens comme Yellen ou derrière des gens comme Blinken, sauver les germano-américains, et donc sauver l'Union européenne, là on est très 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 mal. Mais si l'Amérique est réaliste et dit nous avons des alliés, nous les avons fait souffrir, et si ne les sauvons pas, eh bien l'Amérique sera seule. C'est la logique des Trumpistes. Hein. Les Trumpistes sont des occidentalistes. Hein. Ils vous aiment pas pour vos beaux yeux. Hein. Ce sont des America First. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est normal, d'ailleurs. Mais
si cette optique réaliste fait que l'Amérique nous aide à euh, bousiller le monstre eurocratique, bon, bah, beaucoup de pays d'Europe renaîtront à l'image de la Grande-Bretagne, qui commence sa renaissance, qui est une renaissance qui est un peu compliquée, mais quand on voit les fondamentaux sont pas mauvais du tout, économique j'entends. Mais voilà, soit l'Amérique nous aide et ça se passe bien, soit elle nous aide pas, et soit ça se passera de manière assez terrible, c'est-à-dire est-ce que ça commencera par la Hollande, ça peut commencer par la Hollande, ça peut commencer par l'Italie, ça peut même commencer par l'Allemagne, soit ça se défera dans le désordre, soit ce sera la nuit sur l'Europe. Point. C'est terrible, hein, mes amis, mais voilà, aujourd'hui l'Europe est l'homme malade du monde. Enfin, faut quand même s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'effondrement du continent, à la fois on va s'effondrer nous-mêmes, ce qui est déjà pas joyeux, mais en plus, on peut entraîner une part non négligeable du monde avec nous, avec ces conneries. Enfin, quand même, faut quand même s'en rendre compte, quoi. Donc voilà, c'est pas réjouissant, mais là encore, c'est tenter. Si nous sommes arrivés à détruire cette chose, il y a des États qui vont renaître, et je pense qu'ils participeront à des cercles géopolitiques beaucoup plus larges. Voilà, puisque si vous voulez, l'Europe, le monde est vaste. On va pas fonder tout notre avenir sur un continent qui, même dans le meilleur des scénarios, va perdre 100 millions d'habitants en 20 ans, hein, ou en 30 ans. Merci beaucoup pour cette réponse. Monsieur Rougeon, je vous conseille simplement de bien parler à côté de votre micro pour éviter les problèmes. Ah oui. Je vais remercier chaleureusement Griffoun pour son premier mois d'abonnement. Je remercie également F. Galpin pour son second mois d'abonnement. Ensuite, je pense que nous pouvons tous applaudir Florian Bébé qui a offert un abonnement cadeau à Jean Laine et à Hystéros. Je vais maintenant poser les questions que vous nous avez transmises dans le Twitch. Je vous invite encore une fois à poser vos questions sur le Twitch afin que je les pose à Monsieur Rougeron. Donc, nous allons commencer par la question de Vanessa Lee. Y a-t-il une différence entre le système monarchique et ce que nous vivons politiquement? Finalement, le système républicain a ses faiblesses aussi. Par la manipulation médiatique des masses, on peut arriver à un personnage tel que Macron. Que pouvons-nous attendre dans les prochaines années? Alors, si vous voulez, vous allez avoir un pourrissement à cause de la xénocratie. La xénocratie fait pourrir n'importe quel régime, monarchique ou républicain, pour en faire, si vous voulez, bah, tout simplement, c'est ce que Gaston Fessard, le grand philosophe gaulliste, le père Gaston Fessard, appelait la théorie du prince esclave, c'est-à-dire que nul n'a à obéir à un prince qui n'est que le laquais de forces étrangères. Et donc la xénocratie, qui est également un revers de classe immédiat dans un pays comme la France, c'est-à-dire que vous avez une classe xénocratique au sein de la bourgeoisie qui ne rêve que d'être les clébards de la classe étrangère. Donc, ils rêvent, si vous voulez, je prends toujours l'exemple d'un patron français qui est Augustin de Romanet, qui frétille du bourrelet quand on lui dit que quand ses amis allemands lui tapent sur les joues en lui disant t'as une entreprise, elle est très bien, on dirait une entreprise allemande, et lui qui s'en vante en plus. Si vous voulez, ces gens sont la lie de la terre. Mais le problème, c'est que, évidemment, le problème du système républicain, comme des systèmes monarchiques, c'est des systèmes qui peuvent être, qu'on peut pas refaire. Si vous voulez, la République, la philosophie républicaine française, excusez-moi, ça a plus de cuisses, pour parler comme le camarade Lugan. Or aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus que des serviteurs de xénocratie, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à leur place. On va être très clair, si on se met sous l'ère gaulienne, Dominique de Villepin,
serait au grand maximum juge d'instruction, au grand maximum. Nicolas Sarkozy ne pourrait pas même être brigadier chef parce qu'il faut faire 1m60. Emmanuel Macron serait certainement à l'asile. Et Gérard Darmanin aurait trouvé un poste qui lui sied au service courrier d'une entreprise. Quant à François Hollande, il serait secrétaire des fêtes à la mairie de Tulle, et son plan de carrière serait de culbuter la petite grosse attache de rousseur qui fait les photocopies. Donc le problème, c'est que le pouvoir n'est plus une épreuve. Quand le pouvoir est une épreuve, l'acier forge le feu. Enfin, le feu forge l'acier et forge les hommes. Quand le pouvoir devient un fait de consommation, et là aussi, ça va avoir avec des tas de phénomènes complexes, ça va avoir avec l'état technicien, ça va avoir avec la crise de l'éducation, avec l'absence de sens du tragique, avec la démilitarisation de nos sociétés, et avec une forme capitale qui ne supporte plus les vrais hommes, et qui doit être combattue coûte que coûte. Ne pas comprendre que la base du vrai grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement des vrais hommes, des hommes qui sont à fleur d'humanité, c'est-à-dire des gens, j'adore cette phrase de Malraux, des gens capables de faire et un temple et un tombeau par les petits mecs, par ensuite les machines, et après peut-être par Mokhtar sorti du bateau. Mais, et encore, faudra que Mokhtar aussi se déshumanise beaucoup. Hein, parce que je suis désolé, pour quiconque connaît et l'Afrique et le monde arabe, ce qui est un peu mon cas, il y a encore aussi des vrais humains là-bas. Et c'est quand même quelque chose, quoi. On est d'accord. Donc, le problème, c'est que il faudra une vraie réforme philosophique d'abord et institutionnelle ensuite pour parfaire le régime. Moi, j'ai l'habitude de vous le dire et je maintiens ma parole. Est-ce qu'on peut sauver la France? Oui. Est-ce qu'on peut sauver la France et la démocratie? Oui. Est-ce qu'on peut sauver la France, la démocratie plus les droits de l'homme? Non. Il va falloir en choisir un de moins, et moi je sais lequel. Merci beaucoup pour cette question. Je tiens simplement à rappeler que nous n'appelons à rien, que nous sommes dans le cadre d'un Non. débat. C'est un débat intellectuel. J'ai pas dit qu'il fallait leur faire quoi que ce soit. J'ai juste dit que des hommes sont morts pour la démocratie. Des hommes sont morts en criant Vive la République. Donc c'est pas rien. Et je maudis le jour où pour des gens, le mot République est devenu le synonyme de Manuel Valls. Parce que ça insulte les milliers de Français qui sont morts pour la liberté. Voilà, c'est tout. Et je dois dire que c'est pour ça, je le dis, que je ne veux pas me battre contre des pays en développement qui ne m'ont rien fait. Et je veux juste les calmer s'ils ont des velléités. Mais par exemple, prenez le cas de vouloir s'attaquer à nos frères de Nouvelle-Calédonie, et etc. C'est plus les Australiens que les Chinois, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est-à-dire nos amis occidentaux. L'homme qui a dit le français est une langue qui n'a plus sa place dans le Pacifique, c'est le Premier ministre australien. C'est pas Xi Jinping. Je vous rappelle que Xi Jinping, en plus, a fait apprendre le français à ses enfants de sa propre volonté. Vous voyez? Parce que langue de culture. Vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. Donc, mais si la Chine voulait nous embêter sur nos territoires, nous devrons la contrer, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le problème, c'est que je ne veux pas me battre contre des peuples qui ont encore hors de vrais hommes et qui ne m'ont rien fait. Merci. Pour envoyer les miens mourir à Pétaouchnok dans des conflits qui ne sont pas les miens. Merci beaucoup pour ces quelques mots pleins de sagesse. Nous allons maintenant passer à une petite question qui peut paraître comique. C'est la question belge de la soirée. Quels sont les États qui risqueront de disparaître en 2030, continent par continent? Monsieur Rougeron, avant que vous répondiez à cette question, j'aimerais savoir s'il vous reste du temps à nous consacrer. Oui, il me reste du temps à vous consacrer, les petits, il n'y a pas de problème. Donc, alors, continent par continent. Alors là, c'est vraiment une question. Là encore, c'est les pièges de la prospective. Hein. Nous faisons. La prospective, c'est de voir certains paliers à partir de prolongation de courbe. S'il y a une météorite qui écrase le Luxembourg et que je ne l'ai pas prévu, venez pas m'embêter. On est d'accord.
Là, si vous voulez, c'est dans l'état actuel, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, dans l'état actuel, ce qu'on peut imaginer, moi, le scénario catastrophe, c'est une sécession au sein du territoire américain, pour l'Amérique du Nord. Le Mexique, je pense que la situation va continuer de pourrir tant que les Américains auront besoin que ça pourrisse, et je ne vois pas d'indépendance québécoise, malheureusement, à l'horizon. Donc, j'espère me tromper, mais malheureusement, ça m'apparaît quand même assez compromis. En Amérique latine centrale et andine, je ne vois pas d'effondrement d'État. Je vois un vieillissement qui va être d'ailleurs encore assez lent, mais quand même de beaucoup d'États, qui va surtout être visible dans les États d'Amérique centrale, évidemment, tout simplement par le fait que ce sont des États peu peuplés. Je ne vois pas. Alors le scénario catastrophe qui est un malade mental brésilien qui veut nous virer de Guyane, euh, on se calme, tu vois, même Bolsonaro n'y a pas pensé 20 secondes, donc là je vois pas. En Océanie, vous pouvez avoir, disons, des affaissements. Si jamais il y a des disparitions la physique de territoire, vous pouvez avoir, vu que c'est beaucoup des îles, ça peut être redessiné. Ça, c'est tout à fait possible. L'Australie, je ne la vois pas perdre le contrôle ethniquement de ses diasporas et particulièrement de ces importantes diasporas asiatiques qui sont la hantise de Canberra, mais qui pour l'instant ont toujours été extrêmement loyalistes, quoi qu'on en pense. Je ne vois pas de disparition d'États en Asie orientale, même des États tout petits comme le Laos. Quand je vois ce qu'arrive à faire un petit État comme le Cambodge, j'ai confiance en l'Asie. J'espère qu'ils arriveront à affronter le vieillissement démographique qui pour moi est vraiment le problème, parce qu'ils n'ont pas de système assurantiel. Alors, il y a deux manières de le voir. Un de mes proches conseillers, un intellectuel qui est un petit génie des maths, que j'embrasse parce que je pense qu'il regardera cette... me disait, mais Pierre-Yves, non, tu ne t'inquiète pas. Le Japon sera le pays le plus vivable dans 40 ans. Chaque petit japonais aura 3 ou 4 maisons héritées de ses seuls grands-parents, et il y aura des robots partout. Et d'accord, ils seront 70 millions. Et alors? Ils n'ont pas d'immigration, ils n'ont pas tout ça. C'est peut-être vrai. Moi, à titre personnel, pour moi, le vieillissement est quand même un vrai problème, ne serait-ce que cognitif. Mais je ne vois pas de disparition d'État en Asie orientale. Sous continent indien, vrai problème. Parce que malheureusement, il y a deux pays qui sont, faut être honnête, problématiques. Un qui est problématique et l'autre qui, lui, est un véritable chancre, qui est le Bangladesh. L'Inde va avoir des problèmes mais qui n'entraîneront absolument pas son affaiblissement de longue durée ou sa disparition, mais elle va avoir quand même de gros problèmes. Elle a une désertification géologique, elle a des guérillas maoïstes, elle a quand même un problème communautaire entre hindous et musulmans. Je vous rappelle que l'Inde est un des principaux pays musulmans au monde. Tant que la Chine fera le nécessaire pour que le Pakistan se maintienne entier et que l'armée Pashtun tiendra le pays, bon, bah, ça vivra ce que ça vivra. Là, par exemple, ils sont en train de créer un système militaro-industriel. Là, maintenant, ils vendent des tanks qu'ils en vendaient pas avant. C'est peut-être un bon signe. Au moins, ça veut dire que peut-être que le rêve de Musharraf se réalise et que peut-être qu'il y aura un jour un véritable État pakistanais. Pour l'instant, on en est quand même loin, les enfants. Hein. Faut pas se... mais c'est pas totalement interdit. Moi, à Eurosatori, moi, je les ai vus, ils vendent des tanks maintenant. J'aurais pas cru ça possible il y a 10 ans. Donc, bon, pourquoi pas. Euh, Bangladesh, à un moment, il y aura un véritable problème régional, quoi, un problème régional léger. Les tensions de mer de Chine et autres euh, qui vont qui vont se régler diplomatiquement. La seule chose qui me fait peur, c'est Taïwan. La mer de Chine, les Chinois transigeront, il n'y a pas de problème. Ça, j'en suis intimement persuadé. Mais ne serait-ce que parce que l'Asie aura des flottes fortes en face de Pékin. Je ne vois évidemment pas d'effondrement de la Chine en elle-même. Peut-être à terme un effondrement du PCC, mais le PCC c'est pas la Chine. Mais pour l'instant, c'est pas non plus pour demain matin. La Russie, question, c'est comment la Russie va vivre sa crise démographique, très difficile à dire. Parce que c'est les terres les plus riches de Russie qui ont le problème. Mais ça va se poser dans tout le Caucase et dans une partie non négligeable de l'Asie centrale. Et là, on arrive aux 3 zones qui vont poser problème. Le Moyen-Orient, parce que la transition démographique
qu'on voit pas, parce qu'on imagine que les cheikhs arabes font encore 20, ils ont encore 40 femmes et 20 gamins par femme. En réalité, on en est très loin. On en est très très loin. C'est des pays qui sont en voie de transition. Hein. Je pense que ça va avoir des problèmes justement dans un conflit qui est le conflit israélo-arabe et qui peut se terminer par une expulsion ou une disparition de l'un des deux États. Ça, c'est pas impossible, ou une disparition que je ne souhaite pas, attention, hein, d'Israël en tant qu'État juif pour devenir un État binational, ce qui aboutirait à terme au départ des Juifs d'Israël, ce que je ne souhaite absolument pas, mais les courbes démographiques m'apparaissent quand même très problématiques, même si les Israéliens ont l'intelligence de diviser la condition palestinienne et la condition arabe-israélienne, qui maintenant sont deux conditions qui sont quand même pas totalement juxtaposables, comme c'était le cas il y a 15 ans ou 20 ans. Les États africains, là c'est l'inverse. C'est les États qui, par leur démographie gigantesque, vont s'avaler les uns les autres. Et ma peur, c'est que l'Afrique noire avale le Maghreb. C'était ce qui est déjà, je vous conseille d'aller à Marrakech à la tombée de la nuit. Moi, j'y ai travaillé. Enfin, vous êtes à Bamako. Faut être honnête. D'ailleurs, c'est la différence de ce qu'on appelle les Maroquis et les Marakis, c'est-à-dire les Marocains et les habitants de Marrakech, auxquels Mohamed VI a donné des papiers à tout le monde. Croyez-moi, c'est quand vous avez des centaines de personnes qui sortent dans les rues. Moi, j'ai été très impressionné. Hein. En Algérie, si ça se passe comme ça, va avoir des exactions. Ça, je vous le dis tout de suite, hein, puisque la tolérance de l'Algérien moyen pour l'étranger, quel qu'il soit, est quand même quelque chose d'un peu relatif. La Tunisie, elle a terminé ses questions de démographie. Et là, on arrive au problème européen, c'est-à-dire le continent qui va perdre 100 millions d'habitants, plus se prendre des minorités inassimilables. Là, pour le coup, vous pouvez avoir des États qui se brésilianisent, vous pouvez avoir des États qui implosent en termes régionaux. Alors, je crois encore, alors certes, j'ai un peu mon Jiminy Cricket chorizo, mon Nicolas Klein que j'embrasse, qui m'a un peu redonné foi en l'Espagne. Bon, faut dire, Nicolas Klein redonnerait foi à l'Espagne dans n'importe qui, à n'importe qui. Mais j'ai un peu peur pour l'Italie. J'ai peur pour un État comme la Belgique, enfin pour un État. You come from no country. J'ai peur pour l'entité belge parce que entre les Molenbeek et les Flamands, je sais pas qui va le bouffer, mais ça pourrait y aller. Je ne suis pas certain que l'Allemagne demeure un État unitaire. Si l'Écosse se sépare de l'Angleterre, l'Écosse sera tiers-mondisée rapidement, donc le problème sera réglé. Nous, je crois encore que les Français veulent que la France survive, y compris dans les régions. Moi, je crois que Bruxelles et les Allemands veulent armer, certains veulent armer idéologiquement et financièrement, hein, pas militairement, certains mouvements. Mais depuis que j'ai été en face d'un des pires, qui est les mouvements des autonomistes alsaciens, pardonnez-moi, je rigole sous cap. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la brésilianisation du haut quartier, disons, divers. Vous savez, ces quartiers qu'on appelle divers, ils sont à la fois divers et sensibles. Hein. Donc, donc voilà, et je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à une question d'un notre très cher S. Tout le monde... tous ceux qui doivent savoir sauront de qui je parle. Sa question est Ça tombe bien, moi je sais pas. Pardonnez-moi? Ça tombe bien, moi je sais pas. Bon. Allons, notre sémillant secrétaire général. Ah oui, d'accord. Alors, dis-moi. Donc, sa question étant: quel avenir pour l'outre-mer et les pôles nord comme sud? Alors, les pôles vont devenir nécessairement, puisque là-bas, comme le disait François Thual, le grand François Thual, nos pères à tous, les pères de la géopolitique française contemporaine, la bataille du Nord a déjà commencé. Donc ça, si vous voulez, de toute façon, et d'un côté, c'est aussi un dossier écologique à prendre. C'est là où la multipolarité, qu'on doit se dire que certains, tu vois, les continents de glace qui sont quand même des marques du pouvoir de notre planète. Bon, il est vrai que je suis un croyant de l'hypothèse Gaïa, hein, je le dis assez sincèrement, et je pense que certaines forces naturelles ne doivent pas être défiées. Mais je pense que malheureusement, on ira vers la guerre des pôles. Alors, ce ne sera pas une guerre ouverte,
mais ce sera un accaparement de richesses et j'aimerais que la parole des traités permette ça, mais malheureusement, comme disait le général de Gaulle, les traités durent ce que durent les filles en fleurs. Et malheureusement, nous devons préparer une partie de nos flottes à aller dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Je ne crois pas au maintien de la neutralité scientifique et de ces territoires. Je n'y crois pas. Et pourtant, j'aimerais, hein, croyez-moi. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on laisse des parts de différents pays, y compris du nôtre, redevenir les naturels et un peu sauvages. Nous allons vers un tassement démographique. Nous devrons continuer à encourager des enfants pour nous maintenir à 70 millions et avoir une population encore assez jeune. Mais il n'y aura pas de France à 300 millions d'habitants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous pourrions revoir l'espace. Des tas de pays vont se vider. Et donc, il faudra un nouvel aménagement du territoire, il faudra repenser les villes, il faudra repenser les campagnes, il faudra repenser le rapport centre-périphérie, faudra renouer avec les villages comme centre de pouvoir pour la France. Et le problème, c'est que face à tout ça, je vois que on va prendre les solutions les plus simples, qui sont les solutions de l'antagonisme. C'est-à-dire, c'est pas grave, l'Occident Uber alles, on va sortir notre stock de plugs de combat et nos chars à fleurs, et on va les garer sur la place rouge. Enfin, il y a un côté délirant dans tout ça. Et de l'autre côté, euh, pour les dom-toms, c'est pareil. Nous allons laisser ces territoires à l'abandon, alors qu'ils sont les avant-gardes de la France. On les prend pour des gens d'arrière-garde. Moi, par exemple, j'ai regardé il y a pas longtemps. Alors, d'habitude, moi, si vous voulez, chez moi, chez moi, je n'allume la télé que pour regarder des vieux films ou pour regarder des films avec ma fille. Mais jamais, enfin, j'ai aucune raison de laisser un égout se déverser dans mon salon. Et malheureusement, en zappant, je tombe sur un reportage sur ce qui se passe à Tahiti. J'en aurais pleuré. On laisse une partie des nôtres vivre dans des ordures. Enfin, on se rend pas compte qu'à Tahiti, il y a comme dans certains des dom-toms, il y a des bidonvilles. On laisse les nôtres vivre dans des bidonvilles. C'est insupportable. Et, et la France, moi je suis désolé, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Alors que ce sont les poumons de la France dans le monde qui va vivre. Nous sommes une puissance pacifique. Ça devrait quand même vous mettre du baume au cœur. Nous sommes une puissance pacifique. Le soleil ne se couchera jamais sur la France si nous voulons. Nous sommes dans les mondes qui vont vivre. Nous n'avons pas à nous accrocher à l'hospice européen que nous ne sauverons jamais et qui, d'hospice, d'ici 20 ans, sera devenu cimetière. Parce que avant le grand remplacement, il y a le grand enterrement. Or, nous pouvons nous extirper de ça, comme nos amis britanniques. Et le reste, le reste des merdons ziziches. Nous avons des tas de cartes. Par exemple, un des membres de mon équipe qui malheureusement il me manque assez souvent et qui était notre nodule, les plus anciens se rappelleront de nodule, il avait fait un article dans Perspective Libre qui était un plan pour stocker nos métadonnées dans nos mers froides, parce que nous, on a des îles en mer froide. Parce qu'on a besoin, vous savez que la conservation de données, c'est à très haute chaleur. Donc ça demande des circuits de refroidissement, et le mieux, c'est de mettre ça dans des coins extrêmement froids. Nous, on a ça. Nous, on a tout. Le problème, c'est qu'on s'arrache avec l'idée européenne, qui est une idée qui était déjà dépassée au 19e siècle. Vous voyez, c'est l'idée de ressusciter l'empire de Charlemagne, foireux. Mais je vous renvoie d'ailleurs aux grandes œuvres de mon camarade Kilian, hein, les meilleurs jeunes intellectuels du cercle, qui a rebossé sur le mythe de Charlemagne. Si vous voulez, l'eurocratie devrait quand même prendre un cours d'histoire de temps en temps. Mais ça fait pas de mal. Mais vous voyez, on a des tas de cartes. On a des tas de cartes. La seule chose, c'est qu'on refuse de les jouer. Et en même temps, on pleure sur un monde qui est mort, c'est-à-dire le monde où on pouvait, parce qu'on était le porte-serviette de l'ambassadeur des États-Unis, ce à quoi sert un ambassadeur européen, on pouvait, quand l'ambassadeur américain dictait ses cas de volonté au monde, on pouvait dire, vous voyez,
j'oriente la vie du maître. Avant, il prenait un nuage de lait dans son café, je lui ai rajouté un sucre. Donc, voilà, ce monde-là est mort. On devrait sauter de joie que ce monde-là est mort. Or, on veut furieusement son retour. Et maintenant, vous les petits, alors je sais que c'est très dur, les temps qui viennent et qui sont là sont très durs, mes amis. Mais d'un côté, quand vous voyez BFM, et ben maintenant vous voyez ce que c'est la guerre froide. La guerre froide, c'était ça tous les jours, pendant 50 ans. Faut m'étonner que ça ait rendu les gens cons. Et encore, il y avait qu'il y avait que 2 ou 3 chaînes à l'époque. Vous voyez maintenant, ok? Donc non, non, tout n'est pas écrit, tout est possible. La seule chose, c'est est-ce qu'on a encore la force de vouloir? C'est ça qui me fait peur. Merci beaucoup. Avant tout, je tiens encore une fois à rappeler que vous pouvez trouver toutes nos revues, toutes nos publications sur notre site internet. Abonnez-vous à tous nos réseaux pour nous suivre et ne rien manquer. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur notre Twitch et n'hésitez pas à nous faire un don, ça nous aide énormément. Monsieur Rougeron, il est 22h30. Est-ce que vous voulez encore passer 2-3 questions ou souhaitez-vous Ouais, clore 3, comme ça c'est bon. 3 questions, Ok. c'est parfait. Donc, nous avons une question concernant l'Europe de l'Est. Ouais. Donc, question, à supposer que la guerre russo-ukrainienne soit terminée avant 2030, quelle prospective sur les relations franco-russes? Là encore, il faut savoir que bon, la succession de Poutine est engagée. Pour l'instant, alors attention, hein, les noms qui circulent changent tous les 2 mois, donc je vais pas commenter. Tout ce que je sais, c'est que le candidat qui serait le plus francophile, que Dimitri Rogozine, ne sera pas le successeur. Parce qu'il n'a pas d'appui suffisant dans les milieux d'affaires, et sa loyauté à Poutine l'a obligé a fait qu'il n'a pas voulu en avoir. Dimitri Medvedev, et je tiens à dire aux journalistes du Monde qui ont fait cet article larmoyant sur pourquoi Medvedev il est plus pro-occidentaux. On l'aimait bien, nous, Medvedev. Medvedev, c'est contre Medvedev que vous avez envoyé les Femen. Les Femen, les Pussy Riot. Les Pussy Riot, elles avaient, je crois, un chant qui était on va faire du mal au petit ours. Pourquoi? Parce que Medvedev, c'est le petit ours. Tu vois, c'est l'ourson. Donc, je crois qu'ils avaient un chant absolument scatologique, voilà, semi-prostitutionnel. Et en réalité, Medvedev n'est plus l'un des nôtres. Alors, premièrement, Medvedev a été l'homme un peu des Allemands pendant un temps et des Occidentaux. Et le problème, c'est que vous l'avez frappé dans le dos en faisant le Maïdan. Le Maïdan, ça a été la chute définitive de Medvedev. Medvedev ne sera pas le successeur. Mais aujourd'hui, il vous le fait payer. Et d'un côté, je peux le comprendre sans l'approuver, mais ça s'explique assez facilement. Parce qu'il a dû se refaire une place au Conseil de sécurité de la Russie, un des principaux organes de sécurité, sachant qu'il ne succédera pas. Je pense que parmi les 2 successeurs les plus sérieux, un appartient au clan asiatique, ce serait Shoigu, et l'autre appartient directement au clan chinois, c'est-à-dire ceux qui pensent que la Russie doit totalement se tourner vers l'Est, dans les 2 cas. Alors, comme le dit souvent Romain Bessonnet, et Dieu sait que Nounours n'a pour l'instant jamais été contredit par les faits, les Français comme les Italiens, nous, on peut toujours jouer la carte de l'as de cœur avec les Russes. Donc ils nous rayeront jamais complètement. À la place de nos amis anglais, si la Russie regarde totalement vers l'Est, je fais une croix sur un certain nombre de choses, même chose pour les Allemands. Nous, on pourra toujours jouer quelque chose, mais néanmoins, on va beaucoup ramer, croyez-moi. Si vous voulez, à titre personnel, là, mes amis, Rémi Tell, m'avait envoyé une vidéo que j'avais tournée en 2014, que j'avais totalement oubliée. Et il y a un côté cauchemardesque, hein, si vous voulez, je vis un peu dans mon propre cauchemar. Ce gâchis sans nom, alors que nous avions, on n'a pas besoin, nous, on n'est pas une puissance de rasie de toutes ces conneries d'extrême droite. C'est pas du tout ça. Nous sommes, alors je, nous sommes une puissance d'équilibre. Alors, j'entends déjà ricaner le petit lobby interne au ministère de la Défense pro-américain qui n'est jamais
dominé que par des petits universitaires qui sont, croyez-moi, qui ont été formés non pas à l'art militaire, mais qui ont été formés par le wargame. Je vous jure, hein. Les intellectuels du lobby otanien dans le milieu de la défense française, c'est avant tout des joueurs de petits soldats, de petites voitures et de Call of Duty. Pardonnez-moi, c'est pas très impressionnant. Or, le problème, c'est que une puissance d'équilibre, ils voient pas ce que c'est. Une puissance d'équilibre, c'est deux choses. C'est une puissance qui, sur aucun terrain, n'accepte d'être distancée pour pouvoir justement être dans une position d'équilibre. C'est pas si vous voulez, il y a une différence entre l'équilibre aristotélicien n'est pas le centrisme béroïste. Mais je comprends quand on est ce que sont ces gens qu'ils font semblant de pas comprendre la différence. Or, voilà, on va beaucoup ramer, mais on en a besoin. On ne peut pas imaginer ce que ce sera avec Taïwan. Le monde va pourrir sur pied. Et tout ça, pourquoi? Pour les valeurs de l'Occident. C'est quoi les valeurs de l'Occident? C'est le gouverneur de Californie qui demande qu'on change qui demande l'avis, qui demande des dérogations de consentement parental au changement de sexe d'enfants de 5 ans? C'est ça l'Occident? Alors oui, ça mérite de crever, je vous le dis tout de suite. Pas la peine de faire un colloque. L'Occident, ça a été autre chose que ça. L'Occident, c'est autre chose que la dégénérescence qui est sortie de lui. Et à travers cet équilibre, j'entends bien que l'Occident survive. Parce que le monde en a besoin. Monsieur Rougeron, juste après votre petite explication sur notre atout sentimental et émotionnel envers la Russie, je tiens à préciser à tous ceux qui nous écoutent, et messieurs, dames, prenez note, le 16 octobre, nous recevons Romain Bessonnet avec Christelle Néant, grand reporter sur le Donbass, demain, d'accord? Romain Bessonnet le 16 octobre et Christelle Néant, un grand reporter sur le Donbass, demain. J'espère que vous avez pris vos stylos. Ensuite, Monsieur Rougeron, comme d'habitude. Je me permets juste de commenter ce que tu viens de dire, parce que j'ai eu une espèce de petit con qui est venu m'emmerder en disant c'est vrai, les Français qui travaillent pour les Russes. Déjà, premièrement, personne ne travaille pour les Russes ici. C'est moi, à titre personnel, je donne la parole à des gens. Je n'ai pas à donner la parole au clan atlantiste, il a toutes les chaînes pour se faire entendre. Et moi, il n'y a que les intérêts de la France qui m'intéressent. Et je vais même vous le dire, dans certains sujets, ça peut vous surprendre. Moi, par exemple, j'ai un des proches du cercle Aristote, Ryan, que je salue, qui est, par exemple, qui pense sérieusement que dans le conflit arméno-azerbaïdjanais, la France n'a pas d'intérêt excessif à soutenir l'Arménie. Et je dis que ça vaut un débat. C'est tout. Moi, ce que je sais, pour moi, cette guerre, c'est une guerre russo-ukrainienne, qu'ils se démerdent. Donc, je demanderai des avis de terrain à qui bon me semble. À bon entendeur. Donc, je vais répéter encore une fois. Romain Bessonnet le 16 octobre à 18h. Et concernant notre grand reporter du Donbass, c'est demain à 20h30. Messieurs, dames, prenez vos stylos. Monsieur Rougeron, maintenant, je vais vous proposer une date pour votre prochain passage sur le Discord, parce que, bien sûr, nous avons tous nos chers lapins qui s'impatientent qui se languissent, que dis-je, de votre prochain passage. Donc, je vais vous proposer quelques dates, si vous me le permettez. Allez-y. Donc, est-ce que le 11 novembre vous conviendrait? Alors, le 11 novembre, c'est quoi cette année? C'est un vendredi. Ouais, très bien, parce que là, pour le coup, j'aurai pas de charge de cours. On est bon. Donc, vendredi 11 novembre, Pierre-Yves Rougeron sur le cercle Aristote sur son Twitch pour une séance de questions-réponses et d'informations, si vous voulez nous tenir au courant. Vendredi 11 novembre. Et maintenant, nous allons passer à la dernière question d'un de nos très chers amis qui nous a fait une très belle conférence sur l'éducation, notre cher Michelin.
qui est de c'est très bon boulot, ça. Donc Mmh. voilà sa Mmh. question. Dans la décennie qui vient, quelle tactique les agents du camp national souverainiste doivent-ils suivre pour rapprocher ce camp de la victoire électorale et politique durable? Alors Entrisme, rayonnement individuel, social? on va être très clair. Heu, j'ai j'ai peur que les temps qui viennent doivent nous réapprendre les vertus de la communauté, mes amis. Là, je vous le dis, le délire occidental me la foi dans des valeurs périmées de ces gens me fiche les foies. Ils sont prêts à faire lourdement souffrir les populations, donc je pense que nous n'avons pas le choix, il va falloir se grouper, il va falloir de plus en plus faire avant tout des circuits économiques plus viables, je l'espère. Il va falloir continuer à monter notre contre-société. Là, je peux vous assurer que de toute façon, nous n'avons pas le choix de nous grouper. Une partie non négligeable du monde alternatif arrive à court d'argent. Vous avez des médias alternatifs qui peuvent se casser la figure en quelques semaines ou en quelques mois. Je trahis pas de secret, hein, je vous le et je parle pas de nous là. Je parle d'autres et qui sont pourtant des amis. Donc on va avoir de gros problèmes dans l'avenir. Donc je pense que de toute façon, l'entrisme électoral c'est très compliqué vu que le Front National ne veut pas des nationaux. Ça c'est aussi simple que ça. Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques totalement au patriotisme, au souverainisme dedans, qui traquent jusqu'au secrétaire, aux assistants. Si vous voulez que je vous dise. Donc le tout, ça va être d'aider au maximum à faire, à faire une électorale aussi large que nous pouvons, à tenir la rue et à avoir des circuits pérennes de financement. L'hiver arrive et la guerre sera longue. Encore. Mais, et surtout, nous devons nous recentrer sur la transmission culturelle et la prise de l'État. Donc nous devons orienter le maximum de nos jeunes à entrer dans les forces constabulaires, dans l'enseignement, et, euh, et d'autres, disons, apprendre certains secteurs, disons, à forte valeur ajoutée de l'économie pour pouvoir subventionner la guerre. Ça va être très long. Mais on y arrivera pour une raison, c'est que la dernière génération euro-mondialiste, eh bien, chaque jour et chaque mauvaise grille fait avancer la vérité. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Je vais remercier la dernière personne à s'être abonnée à notre Twitch et je vous invite tous à en faire de même. Merci à Ayash Islamo Sympa Ah bah, pour son abonnement. Mesdames merci et à messieurs, bonne soirée. Monsieur Merci. Rougeron, mille merci pour cette superbe soirée. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous demain 20h30 pour notre charmant reporter qui viendra vous parler du Donbass. Et n'oubliez pas Romain Bessonnet et Nounours le 16 octobre à 18h. À Mesdames et bientôt. messieurs, bonne soirée. À ciao, bonsoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.